BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Bonjour à toutes et à tous, bon week-end, ça c'est le plus important. J'espère que vous allez bien pouvoir vous reposer, ou peut-être êtes-vous en train de vous reposer. De quoi je me mêle, vous savez, chaque fin de semaine c'est votre rendez-vous dédié à la tech. 1 heure de tech pour prendre le temps de revenir sur l'actualité et puis aussi focuser sur un sujet particulier. Et tiens, tout à l'heure en deuxième partie de quoi je me mêle, on s'intéressera au marché du PC en cette fin d'année 2021. Et oui, c'est déjà la fin d'année, je sais que c'est violent mais c'est comme ça. Dans un mois et demi c'est... allez, on va dire 2 mois, c'est Noël. Et on va s'intéresser au PC. Comment se porte le marché du PC en cette fin d'année ? Quelles sont les nouveautés ? La pénurie de semi-conducteurs va-t-elle rendre peut-être délicate l'achat d'un modèle particulier ? On en parlera avec le porte-parole d'Acer qui me rejoindra sur ce plateau. Acer qui a annoncé un PC assez étonnant, fabriqué à partir de matériaux recyclés. Et puis aussi une espèce de machine qui vous permet d'afficher en 3D des objets un peu holographiques. Et vous savez, dès qu'on a des choses un peu curieuses comme ça, on aime bien tout cela dans De quoi je me mêle. On en parlera donc avec le porte-parole d'Acer qui sera là. Le hashtag DQJMM sur Twitter, bien sûr. La page Facebook qui vous attend. N'hésitez pas à réagir, bien sûr. De quoi je me mêle, c'est votre rendez-vous dédié à la tech. Merci d'être là et bienvenue. Tiens, il y a encore un petit peu d'autopromo. Si vous êtes fan de tech, je vous rappelle qu'il y a une autre émission que j'ai le plaisir de vous présenter tous les soirs sur BFM Business qui s'appelle Tech & Co et que je vous invite à découvrir, voilà, qui est disponible en vidéo sur bfmbusiness.com mais aussi en podcast de la même manière que De quoi je me mêle. Vous pouvez aussi la retrouver, cette émission, sur 01 TV. 1h30, 2 heures de tech tous les jours. C'est à découvrir et là aussi, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Pour débuter De quoi je me mêle, le club de la presse IT. Anthony Morel est là. Bonjour Anthony. Bonjour François, bonjour à tous. Un plaisir d'accueillir Anthony pour analyser l'actu de cette semaine. Anthony, vous retrouvez sur BFM Business tous les matins, dans la matinale, mais aussi sur RMC avec Estelle Denis, entre midi et 2. Ouais. Pour décrypter l'actu, de temps en temps sur BFM TV, et vous l'avez remarqué maintenant dans De quoi je me mêle. Et Nicolas Lelouch aussi qui est là. Bonjour Nicolas. Bonjour François, bonjour Anthony, bonjour à tous. Le duo gagnant, mesdames, messieurs, de la tech. On ne se quitte plus. Mais oui. Nicolas, journaliste à 01net.com. L'actualité de la semaine, eh bien, vous savez quoi ? On va commencer par l'actualité de la semaine prochaine, qui va être vraiment chargée. Si vous êtes un fan de tech, réservez. Alors déjà, désactivez Netflix, voilà, parce que vous n'aurez pas le temps. En revanche, vous allez avoir une semaine, mais qui va être passionnante en termes d'annonces tech, Nicolas. Oui. Si vous vivez avec quelqu'un qui n'aime pas la tech et que vous aimez regarder toutes les conférences, partez de la maison. C'est peut-être le moment de faire un petit break d'une semaine, parce que là, ça va être très chargé. À vrai dire, on s'y attendait pas, parce que tout ça s'est tombé en fin de semaine à la dernière minute. Apple a invité la presse à une conférence lundi soir à 19h. On devrait parler normalement des Mac. Mardi soir à 19h, il y a la conférence de Google. C'était déjà prévu, ça, pour les Pixel 6 et peut-être d'autres surprises. Mercredi à 16h, on a la conférence Samsung. Là, on ne sait pas du tout ce que c'est bizarre, on s'y attendait pas. Elle sort un peu nulle part, mais c'est un événement Unpacked. Unpacked, généralement, c'est les grosses annonces, c'est pas rien du tout. Donc ça devrait être au moins des smartphones, peut-être le fameux S21 FE. On ne sait pas trop, c'est assez mystérieux. Jeudi, attention, on a une annonce Huawei. Non, c'est des téléphones, les milieux de gamme. C'est leur premier téléphone en quasiment 1 an en Europe. Donc c'est intéressant. C'est un Nova, c'est ça, je crois. C'est un Nova, c'est oui, ça. Et on a une conférence Sony qui veut réannoncer un nouveau téléphone Xperia. Et attention, vendredi, retour de Samsung. Moi, je pensais qu'on allait se reposer vendredi. Moi, j'espérais me reposer vendredi aussi. Non, c'est le final de la saison, c'est comme sur Netflix. C'est le final. Ça vaut bien Squid Game, là. C'est exactement des keynotes. Samsung aurait pu profiter de sa conférence de mercredi pour faire les annonces développeurs, les annonces logicielles comme One UI par exemple. Eh bien, non, vendredi, conférence développeur Samsung. Donc voilà, on a une semaine remplie du lundi au vendredi. Du monde de la tech. Je ne suis pas sûr que ce soit arrivé depuis au moins 5-6 ans. Je ne sais pas trop si c'est déjà arrivé avant, mais qu'on ait une annonce par jour du lundi au vendredi, ça me paraît quasiment inédit. Autant vous dire que si vous aimez ça, vous devriez vous régaler, et le De quoi je me mêle de la semaine prochaine devrait être assez riche en annonces. Ça c'est clair. Et puis Nicolas, tu vas avoir les yeux là, tu vas avoir des valises sous les yeux là. Je vais être fatigué, je pense. Ça c'est le problème, parce que généralement, vous dites oui, bon, la conférence à 19h, ça va. Le problème, c'est qu'après, il faut faire des articles. Il faut analyser le truc. Il faut en reparler le lendemain. Je pense que on a un métier difficile, c'est vrai. On a un métier passionnant, mais sur ce genre de semaine, il peut être fatigant aussi. Mais bon, mais c'est bizarre en termes de timing. Pour la lisibilité, c'est toujours bizarre, je trouve, quand les fabricants s'enchaînent les uns après les autres. Je sais pas comment ils ont géré en termes de communication, de choix, de date, parce qu'effectivement, c'était pas forcément prévu à chaque fois. Mais tu vois, quand
tu as un smartphone, puis un autre smartphone le lendemain, etc. À part ceux qui sont vraiment très technophiles, qui suivent ça au jour le jour, etc. Pour le grand public, je trouve on peut s'y perdre un peu, quoi. Après, cela dit, bon, c'est assez varié, puisque Apple ne va pas lancer d'iPhone. Non, c'est vrai. Lundi. On sait ce qui va être balancé ou pas lundi alors? C'est des Mac avec nouvelle puce, c'est ça on parle du fameux MacBook Pro dont on parle depuis un an, qui serait avec la nouvelle puce Apple encore plus puissante que la M1, 2 qui reviendra en arrière sur beaucoup de décisions d'Apple. Par exemple, ça serait le retour du port SD, de la recharge sans fil, de la recharge magnétique MagSafe, beaucoup de choses qui reviendraient. Retour vers le futur. La fin de la Touch Bar, un écran bord à bord. On parle quand même d'une grosse avancée pour les MacBooks. Donc ça devrait être intéressant et j'imagine assez mal Apple faire une conférence uniquement pour les MacBooks. Il y avait des rumeurs sur les AirPods. Il y a des rumeurs sur les AirPods, il y a des rumeurs sur un iMac grand format, il y a des rumeurs sur un Mac mini plus puissant. Donc il devrait y avoir quand même quelques surprises lundi. Donc, mais c'est vrai que cette date de conférence était complètement inattendue, d'autant plus qu'Apple a pris l'habitude depuis le début de la pandémie de faire des conférences le mardi, annoncées une semaine avant. Et là, ils ont annoncé moins d'une semaine avant et le lundi. J'ai pour théorie que Apple montre son respect à Google là. Ce qui n'est pas leur genre, ils ont l'habitude de mettre la conférence en même temps que les autres, ils n'en ont rien à faire. Mais là, je pense qu'ils ont décidé de ne pas faire en même temps, exactement heure pour heure que Google, parce que c'est une manière de dire que voilà, ils respectent quand même la concurrence. C'est étonnant, mais bon, en tout cas, j'ai quand même l'impression que c'est peut-être ça. Un gentleman agreement maintenant entre les géants de l'Internet. Ils ont éventuellement voulu se respecter. Je vous en prie, allez-y, après vous. Après vous. On peut voir aussi qu'ils leur brillent la priorité et qu'ils veulent avoir les annonces, qu'on parle de leurs annonces et éclipser celle d'Apple de Google. C'est vrai que si les deux avaient été en même temps, je pense que ça aurait été compliqué de parler des pixels dans la presse généraliste. Je sais pas, moi, alors des trucs qui m'excite un petit peu dans ce qui va être annoncé la semaine prochaine, c'est effectivement les AirPods. Moi, j'attends beaucoup de la nouvelle génération d'AirPods. Alors, je sais pas si vous avez vu les rumeurs là dans la presse américaine sur probablement pas ceux qui vont être annoncés la semaine prochaine, mais sur les futures générations d'AirPods, où Apple apparemment veut les transformer plus ou moins en dispositifs médicaux. Ils essayent de mettre de la santé dans tous les accessoires de toute façon qu'ils commercialisent. Et là, apparemment, ils sont en train de réfléchir au fait d'intégrer dans les AirPods des fonctionnalités. Alors, d'aide auditive pour les malentendants, ce qui existe déjà, mais renforcé, on va dire, dans les futures générations, d'ajouter également des capteurs thermiques pour prendre la température en temps réel de la personne, avoir un suivi, des capteurs de posture aussi pour analyser si on se tient bien droit, si on n'a pas mal au dos, etc. On va se faire enguirlander par les écouteurs, donc très sympa aussi dans le principe. Mais je trouve ça pas mal. Enfin, cette stratégie d'Apple là, qui est en train de transformer tous ces objets, parce que c'est déjà le cas avec l'Apple Watch, très clairement, et également avec les iPhones, ils ont annoncé un partenariat il y a quelques semaines avec l'Université de Californie, je crois, pour détecter les symptômes de dépression en utilisant la caméra et le micro de l'iPhone, donc en écoutant l'altération de ta voix et en gros ton visage, si tu as le visage fermé, etc. Enfin, ça va quand même très très loin dans leur stratégie de santé. Bon, je pense pas que ce sera le cœur de cette présentation-là, mais en parlant des AirPods, c'est un des objets, mine de rien, qui connaît un succès commercial incroyable et sur lequel en fait il y a un potentiel de développement et d'innovation qui est assez inattendu. Il y a un business en plus, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, demain, la santé et la tech, ça va être incroyable. Quand on voit qu'aujourd'hui, les Apple Watch arrivent à détecter des défaillances cardiaques, et où vous avez un avertissement vous disant vous devriez aller voir votre cardiologue parce qu'il y a un souci, Apple a sauvé des vies. Ils ont sauvé des vies. Et ils veulent intégrer des capteurs de glycémie pour les patients diabétiques aussi. Il y a ce truc, moi, ça m'a toujours frappé, Tim Cook avait dit dans une interview, j'ai plus la phrase exacte, mais où il dit en gros, quand on se souviendra d'Apple dans 10, 20 ou 50 ans, ce sera pas pour l'iPhone, ce sera pour ce qu'on a fait dans la santé. Mais non, mais c'est clair. Quand ils se projettent, c'est ça. Apple, ce sera une entreprise de santé. Mais bien sûr, et c'est formidable. C'est formidable. Et moi, ce que je trouve aussi passionnant, c'est que ça rentre. En fait, il y a des chevaux de Troie. Ce sont des objets qui, au départ, n'ont rien à voir avec la santé, qui vont vous monitorer. La montre, au départ, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était un gadget. La com, c'était des notifications. D'ailleurs, on se disait, ouais, d'accord, etc. Et petit à petit, capteur de fréquence cardiaque, défaillance cardiaque, enfin voilà, et tous ces capteurs. Capteur pour le taux d'oxygénation dans le sang. Enfin voilà, il y a plein de choses. Ils ont fait un mauvais départ sur la montre. Ils sont partis sur le luxe et sur le sport en divisant deux catégories. C'était pas du tout la bonne stratégie. Là, ils sont allés sur le bon point avec la santé. Passionnant tout ça. Donc lundi, Apple. On verra bien ce qui va se passer. Mardi, Google.
Pixel 6, Ouais. très attendu aussi, l'un des smartphones de cette fin d'année les plus attendus. Moi, je pense, des 5 événements qu'on a cités, même 6 événements qu'on a cités, c'est l'événement que j'attends le plus, c'est celui de Google. Ah, moi Je aussi. suis absolument convaincu par ce qu'on a pu lire sur les pixels à droite à gauche, par les milliers de fuites qu'on a pu avoir sur ces Pixel 6. Je trouve que on est peut-être enfin une vraie montée en gamme de Google, mais ça va pas être quelque chose de raté comme ils ont pu le faire avec le capteur Soli du Pixel 4. Ça a l'air d'être vraiment un produit ultra sophistiqué qui en photo va être très polyvalent, qui aura un design digne du haut de gamme chez la concurrence. Franchement, j'ai hâte de voir ce produit. Je pense que ça va être très bon. J'espère ne pas avoir une grosse déception là-dessus. Et d'ailleurs, il y a un gros mystère sur cette conférence Google. Il y a des rumeurs depuis plusieurs mois sur un téléphone pliant Google qui serait le Pixel Fold, qui serait fait en partenariat avec Samsung. Ça n'a pas fuité en tout cas. On n'a pas vu d'image de ce produit-là, ce qui laisse plutôt entendre, connaissant Google, que Alors non. que tout le reste a fuité. Alors le que tout le Pixel reste 6, a fuité. vous pouvez presque l'acheter avant que Google le fabrique, Et tellement il a c'est fuité. un peu le problème avec Google depuis quelques années. Mais si ce Pixel Fold venait à être annoncé mardi, ça peut Ouais, ça serait un vraiment joli coup. donner un gros coup au smartphone pliant, parce que voilà, Google c'est Android, et donc si Android s'adapte officiellement au smartphone pliant, ça peut être très intéressant. Donc je suis très impatient de voir cet événement mardi. Ouais, moi aussi, j'ai tout misé sur le Pixel 6. Moi je suis all-in sur le Pixel 6. depuis la rentrée, depuis qu'on a les premières rumeurs, vraiment, ça me séduit beaucoup ce qu'on entend et ce qu'on lit sur le système mono-chip Tensor, qui a l'air extraordinaire, sur l'appareil photo, 50 On aurait 3 mégapixels. objectifs, non, visiblement. Il y aurait 2 produits, un Pixel 6 avec 2 objectifs, Ouais. Et un un 50 Pro. mégapixels et un ultra grand angle, et un Pro qui, en plus de tout ça, aurait un zoom périscopique, Ouais. je Ce crois, qui manquait x4, x5. depuis le début sur les pixels. Ouais. Oui, exactement. là, ils auraient vraiment une partition très complète, et ça serait plus basé que sur du logiciel, mais aussi sur de l'innovation hardware. La question, c'est est-ce qu'ils vont réaliser leurs promesses cette fois-ci? C'est-à-dire que, il y a toujours ce paradoxe avec les pixels qui sont des téléphones qui restent des téléphones pour technophiles, qui ont une part de marché qui est très très restreinte Ouais, bien aujourd'hui, sûr. alors qu'ils ont toujours des super critiques sur les appareils photo, etc. En C'est général, ils ont vraiment un très très bon accueil, et derrière, ça se concrétise pas. J'ai regardé les chiffres tout à l'heure, c'est 1,2% de part de marché en France, moins de 5% dans le monde, alors que sur le papier, ils ont tout pour être un acteur qui compte réellement. Donc là, on va voir si avec le Pixel 6, ils arrivent à réaliser tout leur potentiel. Tiens, puisqu'on parle de Pixel, est-ce que c'est durant cette keynote, Nicolas et Anthony, que ce Pixel Pass de Google risque d'être annoncé? Parce que Ouais. au-delà du produit, il y a toute une série de services qui veulent être révolutionnés par Google. Ça aussi, c'est très intéressant, et ça rejoint ce qu'est en train de dire Anthony sur l'incapacité de Google à imposer ses pixels sur le marché du smartphone. Ils auraient une offre qui, si elle voit le jour en France, est pour moi hyper intéressante. Ça s'appelle Pixel Pass. L'idée, c'est une fusion de 2 offres qu'on peut retrouver chez la concurrence. La première, c'est la possibilité de changer de téléphone tous les ans. Donc, au lieu de payer votre téléphone en une fois, vous payerez tous les mois. C'est-à-dire qu'en fait, vous avanceriez un petit peu d'argent pour vous préparer au prochain. Ce qui permettrait, en fait, lorsque le Pixel 7 sortira, de passer au Pixel 7 gratuitement. En plus de ça, on aurait une garantie étendue, ce qui veut dire que si vous faites tomber le téléphone, eh bien, vous pouvez l'avoir, un remplacement d'écran gratuit, par exemple. Sauf que là où Google irait plus loin que ses concurrents, parce que ça, on le voit déjà chez Apple et Samsung notamment, c'est que dans ce Pixel Pass, vous auriez un abonnement Google One. Google One, c'est le cloud pour Google Photos, pour Gmail. Vous auriez un abonnement YouTube Premium. Vous auriez un abonnement Google Play Pass pour avoir un catalogue d'applications en illimité. Et vous auriez éventuellement, dans les pays où ça existe, un abonnement Google Fi pour avoir de la 4G, de la 5G, un abonnement téléphonique. Tout ça Un dans truc une tout seule en offre. un, Un quoi, en bundle, fait. ouais. Ouais, C'est ça. exactement ça. J'adore. C'est une idée de all inclusive. Ouais. Ça, pour moi, c'est hyper intéressant parce qu'on le voit chez Google, mais Apple a déjà commencé à faire ça avec l'iPhone Upgrade Programme dans les pays anglophones. Samsung le fait en France avec un service qui s'appelle Up to You, je crois. Up to You, Et c'est Apple ça. One aussi, qui Apple intègre. One, c'est uniquement pour les services. pour les services. C'est ça. Alors, Mais ils là, n'ont t'as les pas, deux. tout Voilà. regroupé, Ouais. tout regroupé en un. Sauf qu'en fait, avec ce genre de service, on est complètement en train de changer la manière dont on achète son smartphone. Et surtout, les marques, elles sont en train de créer un système ultra fermé de fidélité. Ouais. Et c'est ça le plus important pour elles aujourd'hui. C'est qu'un Google ne veut pas que vous achetiez le Pixel 6, puis le Galaxy S22, puis que vous reveniez au Pixel 7. Puis, c'est pas le but pour eux, vous devez rester dans leur écosystème. Et avec ça, au final, vous allez payer moins cher, très certainement. Vous allez avoir tous les services qui vous donnent envie de rester et le dernier produit tous les ans. Si toutes les marques font ça, ça peut être un vrai séisme pour l'économie du smartphone. Ouais, c'est vrai. C'est en fait tous essayent de reproduire le modèle Apple de l'écosystème fermé, mais avec un écosystème
l'écosystème ouvert. C'est-à-dire Android, ça reste ouvert, Ouais. mais quand même, on va essayer de, Ouais. de mettre une Blocage. petite clôture. Une petite Pour clôture, que ouais. pour que vous ayez envie de rester avec nous. Et derrière, il y a aussi l'enjeu, on en parlait aussi tout à l'heure, mais toute la stratégie de Tim Cook chez Apple, c'est de faire en sorte que Apple soit moins iPhone dépendant et aille de plus en plus vers les services. Google, c'est un peu la même chose. C'est même l'inverse. avec cette idée que on va fidéliser les clients, on va générer des revenus récurrents parce que c'est des systèmes qui fonctionnent par abonnement. Et donc, même si un jour on vend un petit peu moins de smartphones parce que il y a un modèle qui est un petit peu moins performant ou qui a un peu moins d'innovation technologique d'une année sur une autre, on aura toujours ces revenus récurrents qui arrivent grâce à la vente de services. Très bien, on verra si évidemment tous ces services seront disponibles en France, hein, puisqu'il faut C'est savoir ce qui m'inquiète. Google est très local en fait. Lorsqu'il sort ses services, on se souvient que les pixels au début n'étaient pas disponibles chez nous. Ils sont arrivés bien plus tardivement. Donc est-ce que ça va être un lancement mondial ou américain ? Mon petit doigt me dit que ça risque d'être quand même américain tout ça au départ. pense. Ouais. Surtout que tu as l'abonnement téléphonique, tu as Google Fi avec. Je crois que ça sera quand même optionnel, donc ça laisse une Oui, parce qu'il n'y a pas de Ça MVNO existe pas. Google en Il n'y a, France. il y a pas chez nous. Après, le vrai problème, c'est le stock. C'est aussi pour ça qu'ils n'arrivent pas à s'imposer. Il y a combien de personnes ? Vous n'imaginez pas le nombre d'auditeurs de quoi je me mail, de lecteurs de 0net qui m'envoient des mails toutes les semaines pour me dire j'essaye de trouver un Pixel 4a désespérément depuis 2 mois et c'est introuvable. Ouais. La Fnac l'a pas, personne l'a. C'est leur gros problème. Donc, est-ce qu'ils peuvent lancer un service sur abonnement ultra compétitif ? S'ils n'ont pas de stock, c'est très compliqué. Ouais, c'est clair. Aussi. On va aller un petit peu plus rapidement sur cette semaine parce qu'on pourrait en parler pendant très longtemps. Samsung, Huawei, Sony, qu'est-ce qu'on pourrait attendre ? On y reviendra bien sûr la semaine prochaine, mais c'est juste en très vite en parce qu'on va apéritif. faire d'autres sujets. Samsung, on attend beaucoup le S21 FE qui est quand même le S20 FE, Oui. c'est le plus gros carton de l'année de Noël dernier pour Samsung. C'est un produit exceptionnel. Là, il y a du retard à cause de la pénurie de composants. On n'est pas sûr qu'il soit prêt à temps, donc je ne sais pas si ça sera ça. Moi, j'aimerais beaucoup une nouvelle tablette aussi parce que leurs tablettes haut de gamme sont super bonnes parce qu'elles ont un écran OLED, parce qu'elles ont ce fameux mode DeX qui permet d'utiliser les applications Android en fenêtre comme si on était sur Windows. C'est un peu le meilleur de tous les mondes et j'adore les tablettes Samsung. Donc ça serait vraiment là-dessus, mais le problème c'est que s'il faut, il n'y aura rien de tout ça. Il y a des gens qui disent qu'on va juste annoncer des nouvelles couleurs pour les smartphones existants pour Noël. Youhou Ça serait assez décevant Voilà, si c'était vraiment. Surtout à si côté c'était de ce qu'auraient vraiment- annoncé les Ouais, concurrents. c'est Là, ça. ça fait Ouais. vraiment petit joueur. Il passe après en plus, donc c'est quand même étonnant si tu fais que Le ça. bleu cacahuète. Merci beaucoup, au revoir. Ça serait chouette. quand même. Il y a déjà eu des conférences comme ça. Mais oui, Il y en a eu, c'est c'est vrai vrai, qu'on c'est a, ça qui est inquiétant. on a connu des trucs. Sony, je vais vous décevoir, j'en ai aucune idée. Aucune Surprise. fuite, j'ai juste ce carton J'espère d'invitation. qu'eux le savent. J'espère qu'eux le savent et que ça sera des annonces sympas. Huawei, c'est ce fameux retour avec le milieu de gamme, avec la gamme Nova. Étonnant de revenir justement sur ces gammes-là, alors que voilà, ils sont quand même talonnés par toute la concurrence sur le marché du smartphone sans Google. À voir s'il n'y a pas des annonces logicielles en parallèle, ça pourrait être la bonne surprise. Et enfin, vendredi, la conférence Samsung, ça va sûrement être sur Android 12, sur les projets de mise à jour, sur la mise à jour de One UI qui va apporter tout ça, et peut-être sur des innovations, sur le pliant, sur plein de choses. Ça, je pense que la conférence développeur, c'est pas celle que vous devriez suivre en priorité, ce ne sera pas la plus intéressante. Mais en tout cas, les autres, pas besoin de vous dire que vous pouvez compter sur nous sur 01net.com pour vous faire des récaps les plus complets possibles. On va dormir pas beaucoup. Anthony, on va enchaîner avec les iPhones, parce que aussi, c'est un sujet assez intéressant. Tu l'évoquais il y a un instant, Nicolas, pénurie de composants. Samsung est vraiment l'un des constructeurs qui est un peu dans la mouise. On aurait pu imaginer qu'Apple, avec sa force de frappe, enfin, je veux dire, et les relations incroyables qu'ils ont avec leurs fournisseurs, aurait pu passer à côté. Visiblement, quelques nuages s'amoncellent au-dessus du parc de Cupertino. Absolument, et donc on ne sait pas si on aura des iPhones à Noël. En tout cas, il n'y en a peut-être pas suffisamment. Effectivement, ils prévoyaient, c'est ce que dit, alors c'est Bloomberg qui sort cette information-là, ils prévoyaient de produire 90 millions d'iPhones pour les fêtes, et finalement ce ne serait que 80 millions à cause des problèmes d'approvisionnement. Alors c'est vrai que Tim Cook l'avait un petit peu dit lors de la présentation des résultats financiers, il avait dit à demi-mot, on a des petits problèmes d'approvisionnement, on va voir comment ça se passe. Et là, ça se concrétise. Visiblement, il y a un goulot d'étranglement sur deux fournisseurs américains d'ailleurs, c'est Texas Instruments et Broadcom qui fournit notamment les puces Wi-Fi pour les iPhones. Et ça permet de regarder un petit peu les coulisses de comment ça se passe, la fabrication des smartphones, et de voir à quel point la supply chain d'Apple est gigantesque. Mais d'abord. C'est incroyable. C'est 200, j'ai regardé dans leurs résultats financiers, c'est 200 sous-traitants et 800 usines à travers le monde. Et il suffit qu'il y ait un sous-traitant qui fabrique une petite puce qui tourne pas, et c'est toute la production évidemment qui est enrayée. Et là, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc c'est assez problématique. Et comme tu le disais, François, ce qui est
encore plus inquiétant d'une certaine manière, c'est le fait qu'on pensait Apple préserver de ça. Ils ont vraiment ce côté relation très forte avec leurs sous-traitants, ils ont une puissance de négociation qui est considérable, et globalement, quand Apple passe une commande, bon, ils passent un peu avant tout le monde, c'est le plus gros groupe du monde, c'est assez normal, donc que même eux soient finalement touchés, alors qu'on sait qu'ils avaient fait des stocks, etc., c'est-à-dire que les stocks se sont amenuisés, et que là, ils arrivent un peu au nerf, quoi, et que ça devient un peu compliqué. Donc si c'est compliqué pour eux, ce sera compliqué pour les autres. Je disais, il y avait un rapport de Counterpoint Research, un cabinet indépendant, qui disait que les fabricants de smartphones là, qui passent des commandes de composants reçoivent en moyenne 70% de leurs commandes. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un vrai souci. Il va y avoir un vrai souci. Et y compris derrière, alors peut-être pas chez Apple, puisqu'on a vu que les prix des iPhones n'avaient pas augmenté, mais des smartphones qui en général vont voir leur prix augmenter parce que les fabricants de composants, face à cette demande massive, eh bien, augmentent de manière assez logique leur prix. C'est le cas notamment du taïwanais TSMC qui a augmenté ses prix de 10 à 20% là, ces dernières semaines. Nicolas, passer d'un objectif de 90 millions d'iPhone à 80 millions, on se dit, bon, d'accord, c'est large, mais ça représente quand même 10% de production en moins, quasi. Ça fait beaucoup. C'est vrai que ces chiffres-là, je pense qu'ils feraient saliver beaucoup de constructeurs concurrents sur un smartphone haut de gamme avec autant de marge. Les ventes d'Apple vont être immenses, et j'espère pour eux qu'ils ont anticipé ça avec leurs projections sur les derniers résultats financiers, parce que sinon, en effet, ça pourrait avoir un gros impact sur Apple. S'ils l'avaient anticipé, normalement, ça devrait bien se passer, et ils rattraperont les ventes un peu plus tard. Mais ce que je trouve amusant dans cette histoire, c'est ce que dit, amusant, c'est peut-être pas le bon mot d'ailleurs, mais c'est ce que dit Anthony en disant, on voit à quel point la chaîne de production d'Apple est complexe, c'est que tous les autres constructeurs, en particulier Samsung, ils ont des problèmes à cause des processeurs. C'est vraiment les puces qui sont devenues les plus rares, c'est Qualcomm qui n'arrive pas à fournir les Snapdragon, Mediatek qui n'arrive plus à fournir parce que Huawei a tout acheté il y a quelques années, il y a quelques mois après le problème avec les États-Unis. Et Apple, en fait, ils n'ont pas du tout ce problème-là, parce que eux, ils ont réussi à sécuriser la fabrication de leur puce A15 avec TSMC. Ils ont vraiment fait tout ce qu'il fallait faire, et malgré tout, ça se retourne contre eux. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant dans ce qui se passe, parce que ça veut dire que même quand on est l'entreprise la plus puissante du monde, qu'on pensait ne pas dépendre des schémas traditionnels et de la concurrence, parce que l'A15, il n'y a qu'Apple qui l'achète, les concurrents vont pas pouvoir faire d'enchères dessus, et bien, on a d'autres problèmes parce que les autres fournisseurs bloquent. Ça veut dire que cette pénurie de composants, elle est loin d'être finie. Au contraire, on est peut-être au début d'une vraie grosse crise, et là, ça va peut-être commencer à coincer. L'exemple le plus marquant en France, c'est Samsung, qui, si vous êtes auditeur de Zéro Net et que vous avez voulu acheter un téléphone récemment chez eux, vous avez dû remarquer que c'est très dur d'en trouver. Ils sont en train de s'effondrer dans les ventes en France parce qu'on n'en trouve plus. Et généralement, les stocks chez les magasins, chez les opérateurs, ça va être 2-3 téléphones par référence, voire moins, voire des vraies ruptures. Et c'est assez inquiétant, parce que quand Noël arrive, quand on s'appelle Samsung et quand on n'a aucun stock, ça veut dire que le marché du smartphone va être chamboulé sur cette fin. C'est d'ailleurs étonnant, parce que Samsung est un groupe colossal, bien sûr, colossal, qui fabrique lui-même des composants. En fait, sur le papier, ils sont plus puissants qu'Apple. Oui. Parce que Apple est leader des composants électroniques. Ils n'arrivent même pas à fabriquer leur propre téléphone. Parce qu'il y a eu des problèmes au Vietnam. Ils fabriquent beaucoup au Vietnam, et les usines ont fermé. Ils ont eu des problèmes, en plus de la pénurie de composants, qui ont provoqué ce Et puis ils peuvent fabriquer leurs composants, mais ils ne fabriquent pas tous leurs composants de toute façon. Non, il y a toujours un moment où il y a toqué la pièce et tu es coincé. Et plus on a un catalogue en fait de fournisseurs, plus on a de chances de se retrouver dans la panade. Et s'il vous manque une petite vis sur un truc hyper high-tech, si vous n'avez pas cette vis, qu'est-ce que vous faites ? Il n'y a rien qui tient. Voilà. Mais c'est passionnant, la période qu'on vit. Alors, est-ce qu'il y aura des nouvelles Switch pour Noël ? C'est la question qu'on peut se poser. En tous les cas, vous savez quoi ? Elle est sur ce plateau. Nous, on en a une. On en a une. Ouf. On va la vendre sur le bon coin, mais beaucoup, beaucoup plus cher, si vous voulez. C'est ça. Voilà, on va faire de la spéculation tranquillement. Parce que l'actualité de la semaine aussi, c'est l'arrivée de cette nouvelle Switch. Et ça vous excite à tous les deux, cette Switch. Bien sûr, évidemment. Qu'est-ce qu'elle est belle. Et on voit tout de suite la différence de qualité de l'écran. Et il est plus grand en plus. Oui, il est plus grand. En fait, non mais j'allais être méchant, il n'y a que ça à voir. mais c'est déjà pas mal. Mais c'est déjà pas mal. Non mais exactement. En fait, cette Switch, donc en gros pour resituer un tout petit peu le contexte, elle avait été annoncée il y a quelques mois, et c'est vrai que ça avait un petit peu déçu parce qu'on attendait l'arrivée d'une Switch Pro, qui était une Switch écran 4K, dopée aux stéroïdes, etc. Et finalement, on a eu l'annonce d'une Switch OLED, qui est une version premium, mais premium un peu light, quoi. On va le dire comme ça. Apparemment, justement, c'est aussi lié à la pénurie de composants, c'est-à-dire que Nintendo a eu du mal
avait le projet de faire un truc un petit peu plus costaud et finalement ils ont dû se rabattre sur une version un peu moins sophistiquée technologiquement. Donnez-moi le processeur de 2017, ça ira très bien. C'est de 2015. Voilà. De 2015. Donc voilà, Il m'en reste, regardez. c'est un peu dommage de ce point de vue-là. Après, c'est une super console. C'est vrai que quand on a testé l'écran OLED, qui est un petit peu plus grand, qui est beaucoup plus beau, et qu'on revient à l'ancienne Switch, il n'y a pas moyen. Voilà, on est clairement accroché directement. Meilleure définition d'écran ou pas? Alors sur la définition, j'ai plus, je crois pas. C'est la même chose. C'est toujours du 720p. Ouais, c'est toujours 720p. Mais avec l'OLED et le contraste, c'est vrai que je pense qu'on doit avoir. Oui, il y a un confort, il y a un vrai confort. La taille fait la différence. Qu'est-ce que tu en penses alors? Écoute, moi j'aime vraiment difficile de revenir en arrière. Donc super bien pour un primo équipement, on va dire. Après, quelqu'un qui a déjà une Switch, clairement ça vaut pas le coup de se rééquiper juste pour avoir l'écran OLED. Je pense pas, parce qu'après les autres nouveautés, c'est quoi? Ça va être des petites finitions, un truc très bête, mais c'est assez malin. C'est le support quand tu poses sur la table, qui est beaucoup plus solide que sur la version. C'est des petites allumettes là sur la version classique. Qui est très nul d'ailleurs. C'est vraiment nul. Tombé tout le temps. Mais ouais, c'est en fait, moi, je mais joue oui, beaucoup mais comme ça. Tu te dis en fait, c'est celle-là qu'ils auraient dû sortir dès le début en fait. C'est ça le truc. Et alors le truc qui est pénible par contre, et je crois que c'était pas le cas sur la première, c'est pour enlever et mettre les cartouches. C'est hyper galère, faut avoir les ongles longs, sinon tu n'y arrives pas. Moi, je me ronge les ongles et c'est terrible. Donc voilà. Donc plutôt convaincu, je la trouve vraiment belle. C'est un très bel objet, etc. Très bon produit, mais pour quelqu'un qui a déjà une console, c'est pas forcément génial. On comprend bien l'intérêt de Nintendo de faire ça. On arrive au milieu de cycle de vie de la Switch. Ils savent que les ventes vont commencer à dégringoler à partir de l'année prochaine, c'est mathématique, cycle de vie d'une console c'est 7 ans, la Switch à 4 ans et demi, donc on sort une console de milieu de cycle. Mais bon, par rapport à d'autres consoles de milieu de cycle qu'on a vues auparavant, la PS4 Pro, la Xbox One X, c'était quand même, en termes de nouveautés, etc., il y avait une offre un petit peu plus solide que ce que nous propose Nintendo cette fois-ci. Nicolas, tu l'attendais cette Switch? Alors, t'es un gros Switcher quand même. Moins qu'avant, mais oui, je l'ai été. J'ai quand même bien joué sur la Switch. Je suis très embêté par ce produit parce que je la veux. Je la veux beaucoup. Je la veux. Mais je la déteste. Mais vraiment, je sais que c'est ça qui est très très particulier. C'est que l'écran, j'ai rapidement pu jouer avec le modèle qu'on a reçu en test à 0net. C'est Pierre Fontaine qui l'a testé. Je trouve en effet que ce grand écran, déjà, ça change tout parce que ça donne envie de rejouer à ces jeux en portable. L'OLED, ça fait la différence. Mais moi, vraiment, c'est sympa. Je rêve d'avoir du temps et de jouer à Zelda sur cette nouvelle version. C'est pareil pour moi. Et c'est vrai que ce pied aussi, j'ai beaucoup aimé, notamment cet été, jouer avec des amis au bord de la piscine, poser la Switch, jouer à Mario Party. Enfin, c'est très sympa. Ouais, c'est cool. Le problème, c'est que le pied, il tient pas, ça tombe, c'est vraiment pas bon. Donc là, ça améliore ces aspects-là. Le problème, c'est que tout le reste, en fait, c'est vraiment, pour moi, ultra déceptif. On a une puce qui est vieille. À part Nintendo et peut-être Apple qui aurait pu se le permettre, et encore, qui peut se permettre de revenir avec une puce qui a 7 ans, enfin 6 ans, et sortir le même produit sans aucun changement, sans mise à jour graphique de l'écran. Enfin, on sait que les développeurs ils travaillent sur des versions 4K de leur jeu, donc c'était possible, mais surtout, qu'est-ce qui empêchait Nintendo de mettre un écran 1080p et de mettre du jeu 1080 avec une puce plus puissante sur ce produit-là? Franchement, je vois pas. Oui, pas faire comme la PlayStation Plus à l'époque. Et personne leur demande de mettre une puce dernière génération. Tu peux prendre une puce qui a 2 ou 3 ans si c'est ce qu'ils préfèrent, si c'est moins cher. Mais là, elle est vieille, la puce. Ils récupèrent vraiment les mêmes stocks, il n'y a aucune différence. L'autonomie, c'est la même. L'écran, j'espérais qu'il y ait une grosse progression au niveau luminosité. Et comme ça, à première vue, on a l'impression que oui, grâce à l'OLED et aux couleurs qui sont meilleures. On a fait les tests au laboratoire 0net, exactement la même luminosité entre la première et la Switch OLED. Ça veut quand même dire, et j'ai quand même l'impression que Nintendo part du fait, c'est un peu équivalent aux iPhone S, c'est un peu ce point-là, ils se disent voilà, on améliore un peu le produit, on s'embête pas tellement au niveau de la production, ça va pas nous coûter vraiment plus d'argent à nous, on va un peu booster les ventes, et tant mieux. Et je suis déçu parce que j'espérais beaucoup plus, mais en même temps je la veux. Et voilà. C'est pour ça. Je te la prêterai, t'inquiète pas. C'est pour ça que le pari est réussi. C'est pour ça que je compare un peu cette situation à Nintendo avec ce qu'on peut voir avec Apple. C'est qu'au final, quand on aime le produit, quand on est fan de la marque, on veut quand même le produit, tout en étant capable de dire que ça répond uniquement à la moitié de ce qu'on espérait. Ouais, c'est vrai. Il y a une espèce d'affect, et comme tout, quand on est attaché à quelque chose, on aime, et il y a des choses qu'on aime et des choses qu'on n'aime pas, mais il y a peu de produits qui arrivent à et Nintendo est une des hein. rares entreprises qui est capable de faire ça, qui joue sur l'affect, et ça me donne envie d'avoir ça chez moi, je vais pas me jeter dessus. Mais de toute façon, Nintendo, c'est toujours décorrélé de la technologie.
Quand on le voit, Non, c'est vrai. les consoles, toutes les consoles de Nintendo qui sont sorties n'étaient pas et loin de non, bien là, sûr. des bijoux de technologie Non, mais en de même temps, puissance. ils font de plus en plus par exemple, de portages de jeux qu'on trouve sur PS4, PS5, et c'est vrai que ce serait sympa d'avoir Mais pour oui. le coup une puce un peu Et plus bien puissante. sûr. Quand tu joues, ne serait-ce qu'à The Witcher ou à des jeux comme ça, Bien sûr. aujourd'hui sur Switch, bon, c'est pas extraordinaire, quoi. T'aimerais bien avoir tout à fait. un truc un peu plus costaud. 2 petites questions et après on passe à autre chose. Elle est à combien et surtout est-ce qu'elle remplace le précédent modèle ou pas? Elle est à 350 €, donc elle est plus chère que la version précédente. D'accord. 50 € de Donc plus. en fait pour Noël il y aura 2 modèles de Switch 3 même avec la Avec la Lite, avec ça la fait Lite 3. Ouais. aussi. Avec la D'accord. Lite. Eh ben, Mm. tu vois. C'est pas impossible qu'il y ait un autre modèle qui sorte avant la fin de cycle de vie de la console. Moi, je Ouais. serais pas du tout étonné que dans un an ou deux, ils nous sortent vraiment. Oui, La Switch Pro. nouvelle la vraie Switch, Switch Pro la va nouvelle arriver. Switch Ouais. avec Moi, je pense. avec une mise à jour hardware. Après, ils disent que non, mais c'est dans leur intérêt parce que s'ils disaient pas que non, on l'achèterait pas. Bien sûr. Et succès. Il vaut mieux faire croire Mais- qu'il n'y a rien. Mais succès incroyable quand même de cette console, il faut rappeler, hein, ils en ont vendu 29 millions l'an dernier. Elle est sur le point, elle va dépasser le record absolu de Nintendo, qui est celui de la Wii. Hein, ils ont Mhm. vendu 100 millions de Wii Mhm. sur l'ensemble du cycle de vie. Et là, ils sont quasiment à 100 millions, alors que la Switch est loin d'avoir terminé son cycle de Non, vie. c'est un Donc succès c'est phénoménal. incroyable. Alors que beaucoup n'y croyaient pas. Moi, j'ai eu des doutes avant au début des annonces, etc. Et je force est de constater que voilà, je m'étais planté sur toute la ligne, ce qui arrive régulièrement. Je le dis humblement. Hein. Non, mais en fait, tu te rends compte que tu t'es planté quand tu te plantes, mais la plupart du temps, évidemment, tu as raison. On enchaîne T'es avec le gentil, t'es gentil. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. On va parler du fisc français maintenant, mais vous dites, mais pourquoi on va parler du fisc français dans De quoi je me mêle? Notre invité, c'est Bruno Le Maire. Voilà, monsieur le ministre, Et expliquez-nous parce que je viens de pourquoi. prendre un contrôle fiscal. Et voilà, et là, j'ai beaucoup de choses à J'ai raconter. des arrangements à faire. Non, mais c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, le fisc se sert de tous les outils possibles, inimaginables, pour essayer de détecter, on va dire, les anomalies. Les gens qui ont oublié de déclarer une piscine. Voilà, ça c'est peut ça. arriver à tout le monde. Écoute. Non, mais c'est vrai, de plus en plus. Et alors là, ce qui se passe, c'est qu'à partir dans ces jours-ci, courant octobre, ils vont lancer une grande expérimentation dans 9 départements avec, alors notamment Google. On a beaucoup parlé de Google, mais en fait, ils sont pas centraux dans le dispositif, et Capgemini, donc grand groupe technologique français, pour détecter justement des piscines non déclarées, des vérandas, des abris de jardin, etc. en utilisant des logiciels de l'intelligence artificielle, en tout cas des logiciels assez poussés, des logiciels qui sont capables de détecter la présence d'une piscine par exemple en utilisant des images aériennes. Donc en gros, ils ont récupéré des images qui sont des images publiques, celles de l'IGN, l'Institut géographique national, et ce que va faire ce logiciel, c'est qu'il va scanner toutes les parcelles de terrain françaises et qu'il va comparer ça avec les déclarations fiscales et foncières des contribuables. Et on va voir les anomalies. Ah, François Sorel, là, alors sur votre terrain, on voit qu'il y a un abri de jardin, on le voit bien à l'image, là. Par contre, dans votre déclaration, il n'y est pas. Alors, expliquez-nous. En gros, ça va se passer un petit peu comme ça. Et ça fait partie de cet arsenal technologique que le fisc est en train de mettre en place et qui a une efficacité assez redoutable. Ils avaient lancé une première expérimentation, c'était avec Accenture, je crois, à l'époque, dans les Alpes-Maritimes, et en quelques semaines, ils avaient trouvé 3000 piscines non déclarées. Pas mal. Donc, énorme manne fiscale potentielle, évidemment. Mais derrière, ça fait un peu grincer des dents. D'abord parce que alors le fait qu'ils aient fait appel à Google comme prestataire, alors que Google, c'est pas forcément le contribuable le plus exemplaire non plus en France. Bon, Oui, c'est ça, vrai. c'est pas forcément Il y a voilà. une Je suis sacrée pas sûr ironie qu'il y ait là-dedans. un petit Petite piscine, ironie. Google. C'est hein. possible, c'est possible. Ou en tout cas, ils les optimisent bien. Ils les optimisent bien, c'est- hein. Voilà. Et puis, il y a aussi le côté. Alors, il y a des syndicats qui se sont un peu émus du fait que, en gros, là, le fisc essayait de faire des économies. C'est-à-dire que toutes les tâches vont être complètement automatisées. Et donc, on va enlever des humains, finalement, pour faire ce boulot. Et aussi le fait que, apparemment, les logiciels ne seraient pas encore complètement précis, donc pour détecter une piscine, une véranda, ce qui fait que c'est un peu embêtant là pour le coup si vous faites taxer alors que vous n'avez pas de piscine et qu'on vous dit si vous avez une piscine, là ça va devenir un petit peu compliqué. Donc il faudra voir à l'usage, mais en tout cas grosse expérimentation là qui est lancée par. C'est imparable. Hein. Ah, Là, bah, vous ne pouvez pas cacher la Là, c'est le Big Brother de Bercy là. C'est- Attends, Ouais. chérie, mets une tenture, il y a le satellite qui passe. ça va être compliqué quand même. Alors après, tu sais, la question qui se pose, c'est est-ce que l'étape d'après, ce serait carrément d'utiliser des drones Alors, ce qui est interdit en France, ça avait été une question à un moment, et on avait dit à partir du moment
où on commence à regarder ce qui se passe au-dessus de votre haie, c'est une intrusion, c'est une ingérence. Donc on ne peut pas utiliser un drone, un inspecteur des impôts qui va faire passer un drone au-dessus de chez vous. Mais dans certains pays, c'est déjà le cas. En Suisse, en Espagne, en Argentine, il y a plein de pays où on se balade au-dessus des quartiers UP des villes pour voir s'il n'y a pas des piscines, etc., qui n'ont pas été déclarées. Donc pourquoi pas, dans les années qui viennent, peut-être que ça viendra. Hein. Nico? Non, je suis très partagé No là-dessus. Enfin, oui, no comment. Enfin, je sais pas. Ce flicage ultra généralisé comme ça, j'ai jamais été vraiment fan. Et c'est vrai que l'ironie de l'utilisation de Google me dérange là-dedans. C'est que voilà, Google qui va balancer les pauvres Français qui ont travaillé pour avoir une piscine. Bon, je vulgarise évidemment. Alors que Google, pour lui. Là, on parle de fraudeur. Là, il triche, bon. Oui, non, bien sûr. Mais après, j'espère qu'il y a quand même une marge de sensibilité. C'est-à-dire que si Google se trompe à 5 mètres carrés, j'espère qu'ils vont pas aller embêter quelqu'un. Oui, parce que si on a en fait, je peux déclarer une piscine. Alors, je suis pas un spécialiste, j'ai pas de piscine. Oui, moi non plus, ni de véranda. Donc, je peux pas trop dire de ce point de vue-là. À Paris, c'est pas facile d'avoir des piscines. Je vous le dis tout de suite. Oui, je crois que tout dépend de la taille de la piscine, en fait. J'avoue, je sais pas du tout. C'est un peu. Je sais pas exactement comment ça se. Je suis absolument pas contre la lutte contre la fraude fiscale. Évidemment que c'est important, mais c'est vrai que quand on a un Google qui fraude des milliards, qui a été condamné pour fraude fiscale. Ils ont été condamnés. Oui, c'est pas que de l'optimisation fiscale, c'est-à-dire que ils ont des vrais problèmes là-dessus, et que ce soit eux qui s'amusent à balancer tout le monde. Mais en fait, j'ose même pas imaginer les recours possibles si on vous accuse d'un truc que vous avez pas fait parce que l'IA dit bah non. Pour nuancer un tout petit peu, je crois que Google en fait n'est pas vraiment au cœur du dispositif. C'est-à-dire ils ont travaillé le fisc avec Capgemini et Google fournit surtout les services de cloud. Donc je suis pas sûr que ce soit eux qui s'occupent vraiment de détecter où la piscine, etc. Bon, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est la multiplication de ces outils technologiques, parce qu'il y a quelques mois, vous savez, depuis la loi de finances de 2020, le fisc a aussi le droit de scanner ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Oui. Alors, ce qui est public, hein, c'est-à-dire si vous avez votre profil Facebook qui est réservé à vos amis, ils n'ont pas le droit de s'inscrire comme amis pour venir voir ce que vous faites. En revanche, si c'est public, ils ont le droit de venir voir ce que vous faites. Alors, c'est pas forcément... tu te fais un selfie sur ta piscine en disant ouais, regardez, c'est cool, vous avez vu ma belle piscine. Voilà, bon. Alors, ils disent... Et si derrière il y a la grosse Tesla. Voilà, s'il y a la Lamborghini, etc. Alors, ils disent nous, c'est pas forcément ce qu'on va regarder, parce que si vous posez à côté d'une piscine ou d'une Lamborghini, c'est pas forcément la vôtre, vous pouvez être avec des amis, etc. Mais ce qu'ils disent, c'est par exemple pour quelqu'un qui se déclare exilé fiscal, donc avec tous les avantages que ça a, alors que la moitié de l'année, il publie. L'idée qui à l'époque avait des problèmes là-dessus. À cause de ça, exactement. Laetitia et Johnny, en fait, parce qu'il y avait encore des problèmes de fisc, parce qu'ils vivaient à Los Angeles, mais je sais plus quoi. Enfin, il y avait tout un micmac, on va dire, fiscal. Et je crois que le fisc avait suivi en fait les localisations Instagram, parce que quand ils localisaient leurs photos sur Instagram, le fisc avait dit regardez, vous avez, on a calculé que plus de 6 mois dans l'année vous étiez localisé en France, alors que vous dites que vous vivez à Los Angeles. Enfin, c'était un truc incroyable. Et ça peut être aussi si on voit via les réseaux sociaux que vous proposez des services au noir ou ce genre de choses, quoi. Si vous proposez de faire des offres de petits boulots, etc. Et si c'est pas déclaré, voilà. Donc ce sont des choses qui effectivement sont de plus en plus redoutables dans la traque de la fraude. Et bien voilà, c'est avec ce sujet piscine que se termine ce De quoi je me mêle, les amis. Johnny et Laetitia quand même, c'est important de se dire. On a parlé de Johnny et Laetitia De quoi je me mêle, je sais pas si c'est déjà arrivé. Non, c'est vrai, mais c'est ça aussi le charme de cette émission, c'est qu'on part parfois un peu en vrille. Merci à tous les deux. Merci Anthony. Merci François, merci Nico. Merci Anthony Morel, que vous retrouvez évidemment sur BFM Business, sur RMC et dans De quoi je me mêle, et Nicolas Lelouch. Merci François, merci Anthony. Repose-toi bien ce week-end. Oui, on va prendre des forces. Comment va se porter le marché du PC pour cette fin d'année? Quelles sont les nouveautés? J'en parle avec mon invité. C'est le porte-parole d'Acer qui me rejoint sur ce plateau dans une minute. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.